Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. La mauvaise haleine, autrement appelée halitose, est gênante pour l'entourage et peut parfois handicaper la vie sociale de ceux qui en souffrent. Ce phénomène est tabou au point qu'on ose rarement en parler même à son médecin. Qu'est-ce qui provoque ce désagrément et comment peut-on y remédier? Ami Sissoko en parle dans ce reportage. La mauvaise haleine, également appelée halitose, reste tabou, au point qu'on ose rarement en parler. Sincèrement, moi je n'ai pas de mauvaise haleine. Il y a des amis qui ont la mauvaise haleine. Quand tu es assis en classe, ils viennent te saluer déjà même ces odeurs. C'est désagréable, mais au fait, tu ne peux pas les diper, c'est beaucoup vexant. Si tu as un bonbon en poche, tu enlèves le bonbon, tiens, il faut sucer. J'étais à l'église un dimanche. Et ma voisine, chaque fois qu'elle me posait une question qu'elle voulait donner une réponse, vraiment je ne pouvais pas la regarder pour répondre. L'odeur qui sortait vraiment de sa bouche là n'était pas agréable. J'essaie de voir si ce sont ses dents qui sont peut-être noires ou bien tartrées, mais j'ai vu que finalement ses dents étaient bien blanches. Cocody, centre de consultation et de traitement odontostomatologique, CCTOS. Ici, sur 100 patients, 30 souffrent d'une mauvaise haleine ou mauvaise odeur de la bouche. Nous recevons beaucoup de patients souffrant de la mauvaise haleine. Certains savent qu'ils souffrent de mauvaise haleine. Par contre, certains peuvent souffrir de mauvaise haleine et ne pas le savoir. Et c'est quand le chirurgien dentiste le reçoit qu'il va le sensibiliser sur l'état de sa bouche et lui expliquer tout ce qu'il faut faire. La mauvaise haleine peut révéler une maladie selon les spécialistes. Elle est très souvent pénible pour la personne qui en souffre ainsi que pour son entourage. La bouche comporte des dents. Voyez-vous ? Ces dents peuvent être source de mauvaise haleine s'il y a une mauvaise hygiène ou s'il y a des dents qui sont abîmées, qui retiennent des débris. Mais en même temps, la bouche, c'est un carrefour dans lequel aboutissent ce qu'on appelle les voies digestives. Donc, même si vous avez des dents très propres, que vous avez des problèmes, par exemple d'ulcères ou de digestion difficile et tout, les gaz qui sont issus de cette digestion vont remonter à la bouche et on va percevoir la mauvaise odeur. Vous avez certains médicaments. Vous avez, par exemple, l'alcool. Il y a beaucoup de causes qu'il faut savoir rechercher pour pouvoir avoir le bon traitement. Pour éviter la mauvaise haleine, Agathe, comme bien d'autres patients, consulte les dentistes. Si je viens chez le dentiste pour l'entretien de mes dents, pour avoir une bonne haleine, pour ne pas que on me dise que je n'ai pas une bonne haleine. Depuis tout le temps, personne n'a envie quand même d'avoir une mauvaise haleine. Hein. Oui, ça c'est sûr. Je supporte ça mal chez mes semblables. Bon, je fais l'effort aussi pour entretenir ma bouche. Mes petits-enfants me disent toujours, on dit de nous brosser le matin, de nous brosser quand on a fini de manger. Bon, quand on fait ça, c'est sûr que la mauvaise haleine s'éloigne de nous. Hein. Avoir une mauvaise haleine n'est pas une fatalité. En dehors du brossage régulier des dents, il existe plusieurs solutions pour venir à bout d'une haleine fétide. Tant qu'on n'a pas éliminé les dépôts qui sont sur les dents, la personne risque de continuer à avoir la mauvaise haleine. Tout chirurgien dentiste peut traiter la mauvaise haleine, mais il y a des services spécialisés. Quand c'est un problème qui devient trop grave, il faut voir le service de parodontie dans lequel je suis. En ce cas, on fait des traitements plus poussés jusqu'en dessous de la gencive pour éliminer tous les dépôts qui sont sur les dents. Et quand on a fini ce traitement au niveau de la bouche et que la mauvaise haleine persiste, il faut que le patient aille voir le médecin généraliste pour rechercher s'il ne souffre pas d'un diabète, des problèmes digestifs, des problèmes pulmonaires, des problèmes au niveau du nez. Retrouver une bonne haleine est donc possible. Consulter au moins 2 fois par an le chirurgien dentiste permet de retrouver le sourire. Dans la localité de Pricro, les populations s'adonnent à une activité, celle de la transformation de la pomme d'anacarde en produits dérivés. Ce processus est expliqué dans cet élément proposé par Soro Corona et Charles Tatou. Du vin, du champagne, du jus, de la liqueur, du tourteau, de l'alcool et des aliments pour bébés. Ces produits, tous dérivés de la pomme de l'anacarde, sont en expérimentation dans la sous-préfecture de Kofi à Mokro. Lorsque vous prenez la pomme, vous avez le jus. Ce jus-là, si vous le laissez pendant un certain temps, il fermente.
en fermentant, vous pouvez avoir soit du vinaigre. Si vous continuez à fermenter, vous pouvez avoir du vin, vous pouvez ainsi de suite. Qu'aujourd'hui, nous décidons soit de faire de l'alcool ou nous décidons de faire du vin. Le produit lui-même, en tant que tel, c'est-à-dire vin, nous allons le faire maintenant. Nous faisons des échantillons pour dire à nos gouvernants, nous pouvons faire du vin avec l'anacarde. On leur apporte la preuve. Cette expérimentation va concerner plus de 150 hectares d'anacarde pour une production annuelle estimée à plus de 18 000 tonnes de pommes. Les premiers produits sortis de ces champs, à savoir la liqueur, le jus et la loco, sont déjà appréciés. C'est du jus nature, ça a bon goût. La loco, à partir de la pomme d'anacarde, est parfaitement comestible. Dans des régions où il n'y a pas de banane, on peut, en tout cas, très raisonnablement consommer la loco à partir de la pomme d'anacarde. Je mange encore et c'est très bon. Outre ces produits, le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'Indemnisation a remis récemment des chèques à 200 personnes. Maria Toukone a fait savoir à cette occasion que toutes les victimes recensées seront indemnisées. Sylvie Touré. Elle avait déjà visité le Grand Ouest et apporté réparation à 400 victimes en qualité de directrice générale du... Des acteurs du transport routier sont formés à Abidjan. Il s'agit d'un renforcement de capacité initié par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Les détails avec Estelle Brou et Grace Kondo. La compétitivité du secteur du transport routier passe par des véhicules répondant aux normes techniques et un mode de gestion qui pérennise l'activité. Ce secteur souffre du manque de formation de ses acteurs, notamment les chefs d'entreprise. Ils se sont réunis à Abidjan pour plancher sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leur profession, entre autres la méconnaissance du coût d'exploitation et la rentabilité d'un véhicule de transport. Généralement, les entreprises de transport routier sont lancées, mais très souvent, après quelques années, on se retrouve avec des faillites. Et donc, pour soigner cet état de fait, nous avons constaté après enquête que les chefs d'entreprise n'avaient pas la formation requise pour pouvoir gérer le matériel. Il y a beaucoup de transporteurs qui se plaignent de la rentabilité. Mais si vous n'avez pas de formation, vous ne pouvez pas. Donc c'est pour cela, moi je participe personnellement pour voir réellement ce que ça va me donner comme instruction et qu'est-ce que je peux apporter à mon entreprise. Les 3 jours de formation s'inscrivent dans la droite ligne des réformes du secteur annoncées par le ministère des Transports. La route constitue toujours le moyen prépondérant du transport de nos populations. Donc, intégrer le secteur des transports routiers de voyageurs dans les éléments de formation est un bon chemin. L'initiative est du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Il collabore sur ce projet avec l'assistance technique de l'Union européenne auprès du ministère des Transports. C'est aujourd'hui que débute le Forum économique mondial à Davos. 2500 participants, dont 1500 patrons d'entreprises sont attendus à ce rendez-vous qui va s'intéresser à la 4e révolution industrielle. Mais avant le début des travaux, l'organisation non gouvernementale anglaise Oxfam a publié un rapport. Il est intitulé « Une économie pour les 1%. Ce document indique que le patrimoine cumulé des 1% les plus riches du monde a dépassé celui des 99% restants l'an dernier. L'ONG souhaite donc la réduction des inégalités de la croissance. Adama Kamagate, Thomas Gessambi. Ils constituent tout juste 1% de la population mondiale. Et pourtant, leur patrimoine cumulé a dépassé l'an dernier celui des 99% restants de la population mondiale. En 2015, ce pourcent a vu ses revenus atteindre les sommets avec près de 500 milliards de dollars, tandis que ceux des 99 restants de la population dégringolent.
Ces chiffres devraient choquer tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait d'arguments raisonnables pour justifier que 62 personnes voient leur fortune augmenter de 500 milliards en 5 ans, alors que la moitié la plus pauvre de la planète voit la sienne diminuer de 1000 milliards. Mais malheureusement, nous nous habituons à ce genre de chiffres spectaculaires. Et cette prédiction était pour 2016 selon l'ONG. Mais grande fut la surprise qu'à moins d'1 an du terme, celle-ci soit déjà atteinte. Pour Cathy Wright, ce fossé qu'elle qualifie de spectaculaire ne peut avoir d'autres explications que le paradis fiscal. Une estimation récente indique qu'il y a environ 1760 milliards de dollars dans les paradis fiscaux à travers le monde. D'après le rapport, 9 entreprises sur 10 figurant parmi les partenaires stratégiques du Forum économique mondial sont présentes dans au moins un paradis fiscal. Il faut agir et vite car une partie de la population mondiale souffre de la faim et d'autres calamités du fait de ces inégalités. L'ONG Oxfam exhorte les dirigeants mondiaux qui ont pris rendez-vous à Davos pour le Forum économique mondial à prendre leurs responsabilités. On estime aujourd'hui à près de 70 milliards de dollars de pertes émanant des personnes qui dissimulent leur fortune sur des comptes offshore. Rien qu'en Afrique, cette somme serait suffisante pour sauver la vie de 4 millions d'enfants, a conclu l'ONG. En Haïti, des milliers de personnes ont protesté lundi dans la capitale Port-au-Prince. Elles demandaient l'annulation du second tour de l'élection présidentielle. Plusieurs rues ont été bloquées et des véhicules incendiés au cours de la manifestation. Roger Appé, Thomas Guessambi. Ils sont plus d'une centaine d'opposants haïtiens qui sont descendus dans les rues du centre-ville du Port-au-Prince. Ils protestent contre la tenue du second tour de l'élection présidentielle prévue le dimanche 24 janvier prochain. Le chef de file de l'opposition, Jules Célestin, qui a obtenu 25% des voix contre 32 pour le candidat du pouvoir, Jovenel Moïse, qualifie les résultats du premier tour des élections de farce ridicule. Les élections du 24, la sélection du 24, c'est une farce. Jules Célestin n'est pas à cette élection. Depuis 2 mois, l'opposition dénonce un coup d'État électoral fomenté par le président Michel Martelly. Pour elle, les dés sont déjà jetés pour le second tour. Donc pour le 24, c'est non, je n'irai pas à cette farce. Ce sera une farce, ce ne sera pas une élection, ce sera une sélection parce qu'il y aura un seul candidat. Donc ce sera donc un référendum, ce qui est interdit par notre Constitution. La campagne présidentielle qui s'achève vendredi prochain est dans l'impasse. Les opposants radicaux prévoient d'ici à dimanche des manifestations dans la capitale. 30 ans après la fin de la dictature des Duvalier, Haïti peine toujours à organiser des scrutins sans heurts et sans violence. Lors du premier tour de la présidentielle du 25 octobre dernier, seuls 26% des populations s'étaient exprimées. Preuve de la fracture entre la classe politique et la population. Selon un rapport rendu public hier, Amnesty International et AfriWatch, des enfants travaillent dans des conditions périlleuses aux côtés des adultes pour l'extraction du cobalt en République démocratique du Congo. Les multinationales fermeraient les yeux sur cette situation dramatique. Toujours à l'étranger, le Premier ministre français Manuel Valls a annoncé hier que 3 assaillants présumés de l'attentat à Ouagadougou étaient encore recherchés. Selon lui, l'attaque aurait été menée par 6 personnes, dont 3 ont été tuées. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.